30 previews en 30 jours. Yes sir. Voilà. Mon premier est un patron, mon deuxième pèse lourd, Boston. Yanis, poids. J'ai rien compris. Mais si vous aviez bon, c'était Boston. C'était Boston, les Celtics. Et oui, si vous aimez les indices et les petites charades, rendez-vous à la fin de cette vidéo. Vous aurez un nouvel indice d'Alex. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Et aujourd'hui, on parle des Celtics. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Hein, ça enchaîne. 26e preview, si je ne dis pas de bêtises. J'ai envie de pleurer. Donc ça rigole pas. Pour moi, pourquoi ? Bientôt la fin. Ah oui. Mais en même temps, qui dit bientôt la fin des 30 previews, dit bientôt le début de la saison. Donc c'est cool aussi. Ouais, Tu vois bon. T'as pris goût finalement. Avec tous les montages que Léonce doit se taper, évidemment. Vous savez quoi mettre en commentaire, les petits MVP. Il va encore nous régaler avec les transitions. Et justement, même avec les Celtics, Alex, les rubriques, elles ne bougent pas. On commencera forcément avec un coup d'œil dans le... C'est carré. Rétroviseur. Rétroviseur, tout à fait, c'est carré. Ensuite, qu'est-ce qui est carré aussi ? C'est le billet. marché Les de billets, l'été. c'est carré, les billets. Enfin, c'est rectangle. Eh ouais, c'est un carré, mais bon, voilà. Vous l'avez compris. Autre chose aussi qui est carré, qu'est-ce qu'il y a 5 angles ? C'est la tête de Porzingis. Exactement, la tête de Porzingis bien carrée. Dites-lui de recracher cette télécommande. On verra ce que Monsieur Joe Mazzulla va nous mettre à l'entre-deux. Ensuite, on se posera une question de la mort. Bien carré, la question de la mort. Ouais, ouais, faire un Gérard aussi. Ouais, le Gérard, c'est pas carré, ça, par contre. Ah, c'est isocèle. Ça, le Gérard, c'est isocèle rectangle. C'est octogonal, tout à fait. Et on terminera avec un pronostic bien léché, bien carré. Ah oui, ça bien carré, le pronostic, tout à fait. Oui, carrément, bien sûr. Pour vous donner le futur de nos amis de la Big Green Celtics Nation, la Big Green Machine. Nous sommes dans une des franchises les plus titrées de l'histoire, qui a fait bien des chambardements, qui a connu des grands moments récents. On va parler de tout ça avant de démarrer cette preview. Je dois rappeler que mes fans de Boston et les autres, toute ta clique, des Celtics France, de Isma et compagnie, vous devez jouer au grand jeu des experts et me remplir ce tableau qui est en premier commentaire. Oh, on y va là, il reste que quelques jours là. Ah bah là, il va falloir. Moi, je vais faire tomber le mien bientôt là. Pareil. Le mien va tomber bientôt, personne n'est prêt. Participez, 10 questions, 10 réponses, un bête de cadeau à remporter. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, n'hésitez pas à mettre le petit follow, sur Insta, sur Facebook, sur le site de Trash Talk. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses sur Boston, notamment les 10 bonnes raisons de les suivre, la saison cauchemardesque et la meilleure saison possible. Parce qu'il y a du potentiel à Boston cette saison. Tout à fait. Il y a des scénarios à mettre en place. Ouais, et des choses à discuter, notamment si vous êtes grand et que vous savez tirer de loin. N'hésitez pas à télécharger l'application Trash Talk, je crois qu'on est bon sur les rappels. Je suis trop chaud pour cette preview. Bon, pour toutes les previews, je suis trop chaud. Mais là, on se l'est dit en off. Il y a des choses à discuter, hein. Waouh. Ouais, les Celtics. Il y a beaucoup de choses à discuter du début à la fin de cette preview, en fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et dès l'entame, est-ce que t'es prêt ? Vas-y, envoie. Mieux vaut ne pas commencer par un 0-3 en série. Parce que quand on baisse la fenêtre, on va regarder le coup d'œil dans le... rétroviseur. Le coup d'œil dans le rétro des Celtics. Alors. C'est vrai qu'on peut presque commencer par la fin. Est-ce que c'est une déception oui. que les Celtics n'aient pas atteint à nouveau les finales NBA ou pas ? Oui. Okay, non, mais je demande. Oui, il y a un côté décevant parce que... ils ont déçu en play-off. Hein. Bah voilà, c'est ça en fait. Leur irrégularité en play-off par rapport à la belle régularité affichée en régulière, franchement, a été assez surprenante. Explicable ? Peut-être qu'elle est explicable, peut-être qu'il y avait des choses en interne dans le groupe qui collaient pas comme il fallait, peut-être aussi que Joe Mazzulla, il y a des choses que, comme il était coach rookie lui aussi, il y a des choses qu'il a pas su mettre en place, et lui aussi c'était ses premiers playoffs, et il y a un moment donné où il a pas su trouver ce qu'il fallait, mais c'est vrai que quitte à commencer par la fin, playoff dès le premier tour, t'as l'impression que ça va taper les Hawks tranquille, et en fait non, en fait ça laisse les Hawks prendre des matchs, ça laisse des ouvertures à des gars comme Trae Young, comme Dejounte Murray, tous ces gars-là. Sweep ça là. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais oui, t'en as laissé suffisamment, tu presses même pas triangle avec 5 secondes sur la fin du match pour pull-up de 10 mètres, vous savez que vous allez prendre ficelle. Ensuite, ça se fait très très peur contre les Sixers. Ah ouais. Heureusement, c'est les Sixers. Donc tu merci gères. Doc Rivers. Voilà, même merci James Harden, merci Joel Embiid, merci Tobias Harris, merci tout le monde. Mais tu gères. Mais il te faut un match dantesque de Jason Tatum à la maison en Game 7. Et après avoir fait une grosse fin de Game 6 aussi. Voilà, c'est ça. Pour t'en sortir et après t'incliner en finale de conf. Non, c'est pas sérieux.
pour en revenir à la finale de conf, si ça te dit, on va faire tout de manière chronologique. D'ailleurs, c'était pas. Attends, Jason Tatum, c'était à la maison? Oui, c'était à la Le maison. game 7 est à la maison, mais en fait, le game 6, quand Boston est dans la balade, on est sur une fin de match à Philly où il faut que Jason Tatum sorte de sa boîte et force un game 7. C'est celui-là, voilà. Comme ils vont d'ailleurs forcer un game 7 en finale de conférence, mais ce sera un peu tardif et surtout, ils vont se faire avoir. Avant ça, on refait chronologie. 57 victoires. Oh, tu démarres la saison. Deuxième de l'Est. Et tout à fait. Tu démarres la saison, hommage à Bill Russell, quand même, Propre. qui nous a quittés. Oh, Number 6. Billou, number 6, retiré de partout. Les débuts de Joe Mazzulla. Alex, on a fait la preview, on a dit, c'est pas Ime Udoka, arrange tes mains, Ime. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Joe Mazzulla, on est en sortie entre Media Day et entraînement, t'es le nouveau coach des Celtics. Pas facile. Joe Mazzulla, première saison en NBA. Alors, il a un bel effectif dans les mains, attention. Oui. Mais il a le 2e ratio offensif et le 3e ratio défensif. Donc, Bien sûr. Ça veut dire qu'il a su quand même modeler des choses intéressantes. Et le ratio offensif de Boston en début de saison, on en fait des articles et des podcasts pour savoir si c'est pas la meilleure attaque de l'histoire de l'humanité. Boston attaquait tellement bien qu'on a fait, mais what the fuck? Ils avaient un ratio de fou. Balles et tout, machin, furieux. Derrick White, incroyable, sa saison des deux côtés du terrain. Tu joues sans Robert Williams, ça cartonne. Malcolm Brogdon en 6ème de l'année. La discussion a été terminée sur le trophée, à mi-novembre? Ouais. J'adore Emmanuel Quickly, mais en fait, dès que Brogdon a mis l'accélérateur, il n'y avait personne. Fort. Et puis il a bien servi aux Celtics toute la saison. Pour faire un petit coup de monsieur le juge vite fait, vu qu'on fait pas du tout les choses dans l'ordre là. Ouais, vas-y. Moi j'avais dit 51 victoires. 53. J'avais dit 3e, ils ont fait 2e. Je les avais un peu sous-estimés en régulière. J'étais quasi dessus. Voilà. 53. Tu avais dit 2e? Ils étaient 2e, toi, de l'Est, chez toi? Je vais te dire ça tout de suite. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant de voir le range dans lequel tu les avais mis. Non, je les avais 3e avec 53 victoires. En gros, on les avait un poil sous-estimés sur la régulière, mais on était assez tous les deux d'accord pour dire qu'on les attendait surtout en play-off, vu qu'on parlait de finalistes NBA. Oui. Et que quand tu sors de finale, perdu principalement à l'expérience contre les Warriors, Warriors dont on a fait la preview il y a quelques jours, donc avant les Celtics. Les Celtics, c'est pour ça que je te posais tout de suite la question. Leur régulière, elle est super. Mais il n'y a rien à dire. Ils arrivent en play-off, on se dit, attends, franchement, les Hawks, c'est un cadeau pour eux. Après, au deuxième tour, la terre entière les avait mis favoris face aux Sixers. Ils sont passés, mais en 7, d'accord? Et honnêtement... La terre entière, il y avait quand même quelques... Oh, quand même. Bon, à la terre entière, non. Mais un très grand pourcentage des fans et des observateurs de basket avaient quand même dit les Celtics vont sortir les Sixers. Bien sûr. D'ailleurs, un autre très grand pourcentage avait dit les Celtics vont sortir le Heat. Là c'était même 98,8% des sondages disaient ouais non mais c'est bon, ils ont passé Philly direction les finales NBA. Oups. Mené 3-0. Déjà tu démarres la série en 0-3 frère. Ouais, c'est quoi, quel niveau de sérieux? Et no disrespect envers le 8. On va faire un coup d'œil rétro pour la preview du 8, ça va être incroyable. On va faire un coup d'œil rétro, on commencera peut-être par les playoffs aussi, tiens. Tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, quand tu démarres en 0-3, tu fais beaucoup de blabla. Jaylen Brown, nous laissez pas un match. Bah ouais, t'en remportes un, t'en remportes deux, t'en remportes trois grâce à Derrick White. Énorme, le putback de Derrick White au buzzer. C'est fort. C'est fort, mais tu te fais... Mentalement, c'était très fort. Mais tu te fais péter la gueule au game 7. Chez toi, tu ramènes la série en game 7 dans le Boston Garden et t'as dit le mot juste, tu te fais péter la gueule. Caleb Martin, frère. Pas que la défense du Heat. Là, Joe Mazzulla s'est fait... mais il s'est fait embourbé par Spoelstra dans un match. Les extérieurs, notamment Brown et Tatum. Alors, Tatum se fait mal d'entrée de match. Ouais, mais alors Jaylen Brown, il a une main gauche. Voilà. Complicado. Wow. Donc, Butler et Adebayo, et Caleb Martin est le héros, mais Butler et Adebayo ont été en fait les vrais patrons de ce Game 7, avec un héros qui s'appelle Caleb Martin. Bref, c'était un peu full Miami Heat quand même, ce Game 7. Ouais. Et donc l'aventure Celtics en playoff s'arrête trop tôt, mais quand même en finale de conf, mais trop tôt par rapport aux attentes et par rapport à ce qui s'était passé l'année d'avant. Et trop chaud. Donc toi tu dis déception. J'entends. Déception. Moi je dis déception parce que la manière est relou. Le résultat en lui-même, tu retournes loin à l'Est. Décevant. Ouais, mais tu retournes loin à l'Est, alors t'es déçu, mais tu sais que t'es là. Parce qu'en fait, tu te dis, attends, franchement, on n'est à pas grand-chose au niveau régularité d'être, entre guillemets, de jouer notre chance contre les Nuggets. Après, j'entends, mais bon.
quand tu vois le manque de régularité qu'ils avaient, tu te dis ce serait fait déboîter par les Nuggets. Ah, mais très certainement, on peut refaire le monde avec des scies, on peut détruire des forêts aussi. Mais le problème, c'est que voilà, ils n'ont pas du tout été là en playoff comme il le fallait. Moi, je suis déçu. T'as été en finale NBA, on avait dit que c'est viser la bague, ça visait la bague. Tu fais une saison régulière de malade. Pour ajouter des petits éléments, on s'est tapé des barres sur les cornets contest parce que c'était un des trucs. Ils s'amusaient tellement en début de saison qu'en fait, on se marrait sur le pivot remplaçant qui sautait de 8 mètres à la ligne à 3 points pour essayer de gêner la vision des autres. Jaylen Brown et Jayson Tatum, on a balancé plein de punchlines, ils font quand même une saison régulière à 2 historique. Monstrueux. T'as 57 points, je répète, t'as 57 points de moyenne du duo. Ouais, non, c'est propre. Les pourcentages, on peut en reparler. Et t'as du rebond, t'as de la passe d'ess, t'as de la défense. Défense, playmaking, un bout de leadership partagé avec Marcus Smart. Mais vraiment, c'est carré. Impossible de ne pas reparler, évidemment, de Monsieur Sam Hauser qui dégaine, de Grant Williams au lancer à Cleveland. Grand moment aussi de la saison des Celtics. Mais on vient de faire la preview de Memphis, et on avait parlé notamment de la preview des Lakers il y a quelques jours. Les dynamiques, quand tu es très très fort de octobre à mi-mars, ça sert à rien si tu finis mal. Les Suns, toi, là, il y a 2 ans, là, quand vous finissez trop mal la régulière et qu'après tu te fais quasi kidnapper par les Pélicans et que tu te fais sortir par les Mavs. Tu sors très bien contre les Pélicans, et contre les Mavs, t'aurais dû passer, mais tu fais un fiasco. Fiasco total. Et du coup, Boston s'en sort vite fait, mais vraiment en essayant de ramper en play-off. Mais il y a trop de moments où on dit genre les sautes de concentration, moi j'étais choqué. Il y avait des matchs où je ne savais pas quel Celtics allait se ramener sur le parquet. Mais j'étais choqué. On en avait parlé, je crois que c'est dans la preview Sixers où on en parle, on dit ils n'ont pas le droit, parce que là, si tu commences à laisser des matchs comme tu as fait avec les Hawks contre les Sixers, attention, tu peux vite te mettre en danger et tout. Après, faut reconnaître que ils ont bien les Sixers dans leur poche, mais face à une équipe plus expérimentée, plus vicelarde comme le Heat, en fait, ils se sont trop mis dans la galère. Comme tu le disais, tu démarres pas ta série par 3 défaites. Au 3-0. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Avec l'avantage du terrain, allô, les 2 premiers matchs, tu les perds. Non, c'est pas possible. Non. Et donc, beaucoup de critiques sur Joe Mazzulla, qu'on peut comprendre. Après, l'ami Joe le taxi, il est sympa, mais quand même, il est arrivé. On lui a dit, il n'y a plus Will Hardy, il n'y a plus Ime Udoka, voici les Celtics. Tiens, tu peux faire mieux que Udoka l'année dernière? Voilà, c'est ça. Genre, pas facile, en fait. Ce serait bien qu'on lui donne, notamment 1 an de plus, et qu'on lui donne un effectif qui soit encore meilleur, Tu veux dire qu'on claque des dollars, pour éventuellement essayer d'apporter quelque chose à cette équipe. Je voulais juste finir sur un truc. On est beaucoup tombé sur Joe Mazzulla, mais là, je viens d'ouvrir les stats juste pour en être sûr. Finale de conf des Celtics, donc face à Miami, d'accord? Pourcentage à 3 points de l'équipe sur la série, 30%. Oui. Pardon. Pourcentage à 3 points de Jayson Tatum sur la série, 16%. Pourcentage au tir de Jayson Tatum, 42%. Et on n'a pas les stats de la main gauche de Jaylen Brown, mais ça a été une punchline. Moins de 20 points par match. Et ça a été une punchline tout au long, bien sûr. Jaylen Brown, c'était les pourcentages de Jaylen Brown que j'étais en train de lire. 16% c'est Jaylen Brown. Oui. Et Tatum c'est 23%, à 3 points. Donc il y a un moment aussi où Joe Mazzulla, si ces 2 meilleurs joueurs contre une défense maligne comme celle du Heat ne rentrent rien à distance, t'es coincé. Donc oui, on est tombé sur Joe Mazzulla, mais les critiques doivent aussi s'abattre sur Brown et sur Tatum. Voilà, on peut parler des marchés de l'été maintenant. Ok, impeccable. Jamais tout noir ou tout blanc, évidemment. C'est les joueurs, c'est le coach, c'est machin, mais c'est décevant. Je suis désolé. Moi, tu me poses la question, moi je vais être très clair, je vais être encore plus clair. Je veux rien entendre d'autre que décevant. T'as été en finale NBA, me dites pas on est content, on a été en finale de conf. C'est ridicule. Non, content, non. Tu peux relativiser la déception. Voilà. En te disant, on n'était pas bien ajusté et on est quand même allé presque au bout de l'Est. Bravo, t'as eu une semi-bannière. On va regarder le marché. On va regarder le marché de l'été, t'es prêt? Envoie. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le giga tableau. Ah là, ça a bougé. Wow, Brad Stevens, il est d'accord avec Bastien. Brad Stevens, il a dit, c'était de la merde. On va virer du monde, on va bouger. On a une fenêtre de tir, regardez-moi bien, elle est très courte. Moi, j'ai écouté les apéros. Alex, il a dit, les fenêtres de tir, c'est très court en NBA. Donc, on y va, on fait des moves, on tente un truc. Non, mais moi, je vais être franc, j'aime pas. J'aime pas trop les choix de moves. Par contre, je respecte le côté genre, ok, je vais tenter un truc différent pour faire ma fenêtre de tir autour de Brown Tatum. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas.
Ok. Enfin, j'aime pas. Eh ben justement, Attends, ça reste une grosse équipe. ça démarre bien. Mais je valide pas de ouf. On va pouvoir discuter justement de ce marché de l'été parce qu'il était culotté, le marché de l'été de Brad Stevens. On a eu des gros mouvements, notamment le premier, Alex, la prolongation de Jaylen Brown et de son agent. Bravo, tu es désormais l'homme le mieux payé de l'histoire de la NBA. Voilà, pour 6 mois, pour 8 mois. Hein, mais les prochaines extensions, elles vont battre ça. Oui, tout à fait. Mais oui, il a un contrat à quasiment 300 millions sur 5 ans. La pression est sur lui puisque les stats de régulière ont été bonnes. Parfois en playoff, elles ont été bonnes. Il y a eu aussi des moments clés où Jaylen Brown n'a pas répondu Il présent. a disparu même. Il a un salaire de quelqu'un qui doit répondre présent no matter what. Il a un salaire de franchise player. Oui. Et il va falloir effectivement qu'il assume ce statut. Mais en tout cas, le message de Brad Stevens a été clair. Non. Je ne vais pas utiliser Jaylen Brown pour le mettre dans un gros trade et ajouter 2 gros joueurs autour de Tatum. Je signe Jaylen Brown et Tatum Brown, c'est mon socle. Il y aura... Non mais tu vois. Tout à fait. S'il y a un titre des Celtics, c'est avec Tatum et Brown qui s'enlacent. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait le choix aussi avec les leaders émotionnels, peut-être de la franchise ou certains garçons qui pourraient sortir du banc. Gros ménage. Le premier, Alex, Marcus Smart. Une des plus grosses dates à venir de la saison, le retour de Marcus Smart avec les Grizzlies au TD Garden. Il est dans un gros transfert. On a récupéré Kristaps Porzingis du côté de Boston. Donc, énorme changement déjà là. Tu as un gars qui était là depuis les débuts, émotionnel énorme, et tu as Porzingis, une vraie interrogation qui vient de sortir d'une très très belle saison à Washington. Et qui est un joueur qui peut se blesser, qui a un physique spécial, il y a du risque, il faut l'intégrer, mais tu ramènes un talent offensif. Je veux dire, Marcus Smart n'a pas le talent offensif de Porzingis à un moment donné. Non mais faut parler français aussi, comme on dit maintenant. Tout à fait, bien sûr, sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Tout à fait. Et là, au moment où tu en étais là, tu te disais, bon, on va voir, mais... on a déjà la possibilité de bien pouvoir se débrouiller. On va prolonger peut-être Peyton Pritchard, on va vous tenir au courant. Attends, les Bucks, ils ont récupéré Damian Lillard ? 2 secondes. Jrue Holiday est-il disponible ? le coup de réponse de Brad Stevens pour récupérer Jrue Holiday, moi j'ai trouvé ça fantastique. Ouais. À titre perso. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve que Jrue Holiday, pour moi, est plus fort même que Smart, tu vois. Ah bah j'espère, hein. On regarde le même sport en tout cas. Ouais, non mais attends, Jrue Holiday, il a ses défauts aussi, on va pouvoir en parler. Brogdon apporte une finesse et une qualité de shoot que Jrue Holiday n'a pas forcément en attaque. On va voir comment ça va être travaillé côté Boston. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi. Ils ont récupéré un gros joueur avec un profil de combo guard très fort, gros défenseur qui a gagné une bague avec Milwaukee en étant très fort en finale. On voit bien ce qu'ils ont ramené. Je conteste pas l'apport de Jrue Holiday. Juste avant ça, moi, tu vois, le transfert qui me fait le plus chier, c'est Grant Williams. Alors, c'est même pas un transfert, c'est un départ. Pardon, exactement, c'est pas un transfert parce qu'il n'y a pas de contrepartie, quoi. Ça, j'ai eu du mal à capter. Ah bah le banc, de toute façon, le banc de Boston, ça va être... On va répéter le terme banc de Boston. C'est un bon joueur. Mais bien sûr. Et donc là, le choix... Alors peut-être que je suis pas au milieu des négos, peut-être que l'agent de Grant Williams, il a dit, attends, tu vois le contrat de Jeremy Grant, je veux la même chose, tu vois, j'en sais rien, moi. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, probablement qu'il y a eu des histoires comme ça où le joueur est trop gourmand, blablabla. Mais merde, quoi, contre rien. Il fallait faire des choix. Violence. Et on savait que sur le front de court, il y allait avoir des choix. À partir du moment où tu avais récupéré Porzingis, il y allait avoir un choix à faire. Parce que tu savais déjà que dans la même maison, tu allais avoir potentiellement Porzingis, Robert Williams, Al Horford et donc du Grant Williams. Grant Williams, merci, au revoir. Parce qu'il a un formidable profil. Il a très bien démarré à Boston et il va rendre des giga services aux Mavericks. Je te suis. Le banc de Boston, on va en parler. Il y a des gros soucis. La défense même. Attends, Grant Williams, c'est pas une pièce anodine en défense. Hein. Tout à fait. Je parle de remplaçant et de banc, mais tout ce qu'il apporte sur le terrain. Demandez justement à Milwaukee quand ils ont fait le Game 7 où ils ont perdu parce que c'était le Grant Williams Game. Donc je te suis, la perte de Grant Williams, elle est dure. La perte de Malcolm Brogdon, elle est dure. La perte de Robert Williams il aussi. est une Jerry Pronetto, mais il apportait un truc quand même, une verticalité. Bien sûr. Côté encre défensive un peu. Bon après, il n'était pas toujours sur le terrain, donc on peut discuter. En même temps, tu remplaces un peu par Porzingis, qui est pas non plus un joueur qui est toujours là. Enfin. Aucun doute là-dessus, je comprends. Il y a des sceptiques, et moi je le comprends. Ce que j'ai trouvé fort, c'est que je ne pensais pas qu'en étant dans un statu quo, les Celtics retrouvaient comme ça les finales NBA ou aller très beaucoup plus loin. Alors ça, exactement, c'est ce que j'ai dit. Et ça, j'adore de la part de Brad Stevens. C'est culotté, il va peut-être se faire avoir, mais je trouve que c'est balèze. J'aime beaucoup de la part de Brad Stevens de dire statu quo, ça va pas le faire, donc je bouge et je monte des trades, je laisse partir un chat. Moi, ce que je vois aussi à un moment donné, c'est dans la colonne des arrivées, en arrivée significative a priori sur le papier,
J'ai Porzingis, c'est quand même très significatif. Oui. J'ai Jrue Holiday. D'ailleurs, qui a prolongé, je crois. Enfin, ou qui va pardon. prendre un... Il est arrivé et il a remis 2 ans, je crois, il y a 2 ans, 60 millions, un truc comme ça. Derrière, c'est-à-dire qu'il a encore 1 an, son contrat Wizards, et après, il a remis 2 ans. Donc ça, c'est bien. Porzingis, Jrue Holiday, ça rigole pas du tout, dans un trade et tout. Après, on verra dans la colonne arrivée qu'est-ce que les O'Shea Brissett ou les Dalano Banton. Jordan Walsh qui a été drafté. Voilà, Jordan Walsh, le rookie. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir t'apporter? Mais là, t'es vraiment plutôt dans de l'expectative et tu sais pas trop. On va voir le banc. Tout à fait. Et par contre, dans la colonne départ, il y a Smart, il y a Grant Williams, il y a Robert Williams et Brogdon. Pardon. Donc moi, je trouve que t'as perdu 4 joueurs très importants de ta rotation. Et a priori, t'en as ajouté que 2. Et ça, par contre, c'est un truc, j'étais là, genre, attends, parce que je comprends le délire. Moi, Grant Williams, ça m'a super saoulé. Perdre Grant Williams contre rien, j'y avais pas moyen de monter un sign and trade ou un truc, là. J'étais très surpris. Agent libre. Tu montes un sign and trade, tu bricoles, je sais pas. Je dis pas que c'est facile. Visiblement, c'était pas facile, vu que Brad Stevens, qui, à mon sens, est un très bon general manager, n'a pas réussi à le faire. N'empêche que la perte, elle est sèche. Oui. Il n'est pas remplacé. Je veux dire, O'Shea Brissett, qui est à peu près le poste de Grant Williams. Oui, qui va essayer de... Lui et Wenyen Gabriel vont essayer de reprendre des utilités au poste 4, mais dans des profils différents. Profils moins bons, surtout. Tu vois, donc là, non, moi, je trouve l'équilibre. Je comprends l'angle. T'as appuyé sur peut-être un style de jeu un peu différent. On en parlera d'ailleurs quand on va faire le 5 majeur et les rotations. Je comprends grave l'angle. Et peut-être qu'il y avait des sujets en interne dont on n'avait pas idée, nous. On sait que Brogdon, ils avaient déjà essayé de le fourguer aux Clippers. À un moment et tout. Contre Marcus donc il y avait un truc autour de Brogdon. Finalement, tu lâches Smart. C'est pas Brogdon. Et tu finis par lâcher aussi Brogdon. Oui. Bon, mais pas contre Riri, Fifi et Loulou, quoi. Eh ben, si tu veux, moi, l'année dernière, je trouvais que les Celtics, ils avaient une putain de profondeur. Cette année, après le marché de l'été, je suis moins sûr de la profondeur. Et ça m'ennuie. Et donc, ce sont exactement sur ces termes-là qu'on va pouvoir débattre par la suite. C'est Boston, moins profond, évident, meilleur 5 majeur de toute la NBA, très probable. Peut-être. Et donc, du coup, à discuter avec d'autres garçons. Mais là, ils ont un 5 pour débuter et pour finir. On a des équipes à faire encore. Il y a des équipes à faire, mais en tout cas, si demain, tu es un fan de Boston, tu seras à la table et tu dis j'ai le meilleur 5 de la NBA en début et en fin de match. Tu causes. Je suis d'accord. Et justement, je crois qu'on va devoir en parler avec quelqu'un. Ouais, on va voir ce que fait Joe Mazzulla, parce que est-ce que Joe Mazzulla est d'accord avec nous? Ah bah j'espère, parce que là, on avait dit, est-ce que Brad Stevens va lui donner les armes pour pouvoir aller chercher une bannière? Putain, si là, il a pas les armes pour aller chercher une bannière, c'est chaud. Alors là, je suis content de voir le trou d'Alex dans le classement, ça va être incroyable. Est-ce qu'on va aller dans le bureau de Jojo? Ouais, on y va, c'est parti. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, 5 joueurs. Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un laiton peut-être. On verra s'il tient sur 2 jambes. Dans cette section, c'est très simple, on est dans le bureau de Joe Mazzulla et on lui dit « Hey, Joe, comment ça va? Et quel joueur tu vas mettre sur le parquet à l'entre-deux ?» Avant ça, l'effectif de nos amis les Boston Celtics, avec en effet, comme vous pouvez voir, plein de joueurs sur plein de postes, mais pas non plus la profondeur du siècle. Quel 5 majeur mettre en place? Alex, comme d'hab, je te pose la question et je la pose aussi aux fans de Boston ou simples observateurs. On a combien de verrous dans le 5? On a 5 verrous, on n'a plus de banc. Non, je déconne. Vous inquiétez pas, les fans des Celtics. Moi, je valorise à fond ce 5 majeur et le talent qu'il y a dedans. Juste pour le coup, là, il y a 5 verrous. Il y a 5 verrous. Enfin, à moins que j'ai raté un truc, mais... Tout dépend des match-ups. Mais sinon, je t'entends. Oui, tout dépend des match-ups. T'as raison. T'as des match-ups où tu peux mettre un pivot un peu vieux, expérimenté. Mais sinon, a priori, Porzingis va être poussé vers le poste 5, qui est offensivement pas cool pour l'adversaire, défensivement peut être très exploitable pour l'adversaire, c'est possible, vraiment. À voir. Ça peut à voir comment ça s'organise, tu vois, tout ça. Non mais c'est vrai. C'est Tatum, il va faire le boulot de Grant Williams alors Non. Mais Brown non. Peut-être que quelqu'un va devoir se le manger ce boulot. Oui, après c'est pas Rodman 90, Grant Williams. Non. J'entends, c'est une perte, mais juste. Mais on parle d'un joueur qui peut défendre sur Butler, qui peut défendre sur Giannis, comme je reviens. Qui Bon, sur Jimmy Butler. Ouais, il peut, mais il est quand même nettement plus petit.
Je dis pas qu'il peut pas. Bref, Jrue Holiday, il est titulaire, parlons-en. Tout à fait. Derrick White est titulaire. Je pense aussi. Et tu as donc Brown en 3 et Tatum en 4, par exemple, pour accompagner sur le front de courte. Ça, c'est pas leurs postes les plus naturels, mais c'est des postes qui peuvent tenir sans aucun problème. Tout à fait. T'as 4 gars avec Porzingis, et après, l'option, quand je disais ça dépend des match-ups, c'est que tu as peut-être des options parfois certains soirs Orford. où Derrick White va sur le banc, et t'as Al Horford qui va démarrer un peu le match avec Porzingis pour éviter certaines match-ups qui veulent être un petit peu trop impactantes physiquement sur Porzingis, où il y a cette option juste. C'est pas 150 options, mais il y a l'option parfois d'avoir du Porzingis, parfois du Horford. Mais je suis d'accord, je pense que Derrick White à la fin de la saison, on va dire qu'il aurait été titulaire une majeure partie du temps. Je pense aussi. Après, on peut être surpris, Joe Mazzulla, même Brad Stevens. Si ça se trouve, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout vu venir. T'as parlé du rookie Jordan Walsh. C'est vrai qu'il a fait notamment une Summer League hyper intéressante. Beaucoup de culot, beaucoup de talent. C'est un freak athlétique qui est capable de défendre sur beaucoup de postes. Exactement, donc à voir comment il s'intègre dans cette rotation, parce que là, on peut en parler un petit peu. Autant, moi, je trouve ce 5 majeur. Donc, t'as Jrue Holiday et White dans le backcourt. T'as Tatum et Brown sur les extérieurs. Et t'as Porzingis. Porzingis, il y a des match-ups qui peuvent être relous pour lui au pivot, mais il est très relou d'une manière générale à défendre parce qu'il space vraiment. Et ça, c'est pas qu'Horford savait pas shooter, mais là, Porzingis, c'est quand même un beaucoup plus gros shooter en termes de volume et tout. White, Jrue, Tatum, Brown, c'est les deux côtés du terrain, tout le monde. Donc, tu vas pouvoir jouer ce qu'ils avaient déjà un peu mis en place l'année dernière, où tu switches sur tout le monde et tout. Ils ont remplacé, je parle purement 5 majeurs, pas profondeur. En 5 majeurs, ils ont remplacé Marcus Smart par Jrue Holiday et Robert Williams par Kristaps Porzingis. Factuellement. Mais pour ça, ils ont lâché Brogdon et Grant Williams en plus. Dans leurs 5 majeurs, ils ont remplacé Marcus Smart par Jrue Holiday et ils ont remplacé Robert Williams par Kristaps Porzingis. Ça, c'est bien. C'est juste sur ça que je me base par rapport aux 5 majeurs, puisque ça, c'est la section. Super. Et ça, là-dessus, en début ou en fin de match, il va y avoir des line-up où en fait, ça peut avoir un potentiel terrorisant, terrifiant, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que déjà, tu avais Derrick White qui était en première ligne, tu vas avoir Jrue Holiday et Derrick White sur la ligne extérieure pour défendre. Genre en défenseur sur l'homme, il n'y en a pas non plus 15 qui sont meilleurs que eux. Non, c'est vrai. Ils sont énormes. Je pense que pour un Porzingis, qui va être un des grands facteurs X de cette saison, évidemment à Boston, il va aussi débarquer dans une franchise où on va l'aider à avoir un rôle un peu plus évident en défense parce que il va avoir une ligne extérieure où on peut l'aider. Et d'ailleurs, c'est ce que Brad Stevens et Mazzulla ont essayé d'expliquer sur le fait que on va utiliser sa taille et sa hauteur pour faire des contests, vraiment, pour ne pas se retrouver à switcher dans tous les sens parce que tu as d'autres gars qui peuvent venir aider et switcher. Ça, et c'est sûr qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie que Porzingis se retrouve au large, isolé avec Jalen Brunson, par exemple, ou des gars comme ça. C'est évident, mais ça, exactement. C'est normal. Et après, sur le banc, c'est là qu'on en vient à l'interrogation parce que beaucoup de gros noms. On a eu la prolongation discrète de Peyton Pritchard qui a été en feu total sur la pré-saison. Là, on va voir ce que ça donne dans l'évolution. Mais Peyton Pritchard, on ne savait pas s'il allait prolonger cet été. On se demandait s'il allait avoir extension au départ. Il a pris un tarot. Il prolonge. C'est le premier backup véritable derrière Jrue Holiday. Dans le back court. Oui. C'est quoi les backups du back court? Bien sûr, en fait, c'est cette espèce de triade où parfois tu as Jalen Brown qui peut être en 2 ou tu as Derrick White qui peut être en 2. Tu as Jrue Holiday et derrière tu as Peyton Pritchard. Donc tu as ces 4 gars qui tournent ensemble. C'est quoi ton 8? Donc tu as Pritchard, Jrue Holiday, Peyton Pritchard, Jalen Brown, Derrick White, Jason Tatum, Al Horford, Kristaps Porzingis, et tu peux choisir qui tu es en 8ème, sachant que, à titre personnel, je ne pense pas du tout que Brad Stevens a fini ses emplettes, là sur la saison. D'accord. Je crois pas que c'est ce groupe qui va aller en play-off. C'est possible ça. Et qu'il est bien conscient que son banc est encore faible, et que donc s'il faudra faire 1 ou 2 mouvements à la con, même un osé, je pense qu'il sera capable de le faire. Mais oui, je te suis. Luke Cornett, Sam Hauser, Oshae Brissett, Svi Mykhailiuk, Delano Banton, Peyton Pritchard, il n'y a personne de grosse expérience qui est capable de débarquer en playoff demain matin et de dire « j'assure les minutes de backup ». C'est sûr. Personne. C'est sûr. Là, on est sur une rotation à 7, max 8 personnes. Max. Oui. Et dans ta rotation à 7, tu comptes déjà sur un Pritchard performant. J'adore le talent du petit, Ouais. Mais je veux bien voir sur la longueur, la régularité, comment il s'impose et tout. Tout à fait. Tu vois, en défense, tout ça. Je veux bien voir. Tout à fait. Non, bien sûr. Et c'est là qu'on va voir, parce que là c'est aussi la section 5 majeure, c'est là qu'on va voir comment Mazzulla stagger un petit peu les 5. C'est-à-dire que là, on a dit, quand il y a le 5, le 5-5, mais on va voir aussi, on a vu un petit peu sur la pré-saison, qu'est-ce que ça va donner. Quand il y a un Tatum qui sort, derrière tu peux avoir les minutes très pro-Brown. Le premier carton, on le voit, c'est très pro-Jalen Brown. Peut-être que justement, un Derrick White et un Jrue Holiday vont récupérer des minutes dans le second carton.
au profit d'un Jalen Brown qui va se reposer. Donc, tu vas être sur une rotation à 7, 8, potentiellement 9 joueurs. C'est un pari, un vrai pari. Je pense que c'est un pari qui peut faire peur en octobre et qui peut être hallucinant en avril. Ouais, non, mais ça, alors là, tout à fait d'accord pour dire que le 5 majeur est vraiment très fort. Mais on voit bien ces dernières années, les équipes qui ont cartonné et la régulière et les playoffs, elles sont 8-9, quoi. Ah oui. Et là, ils sont pas 8-9. Ah, mais là où je te suis, et c'est pour ça que je le répète, je pense que Brad Stevens n'a pas fini son taf, c'est que ce n'est pas avec cette profondeur d'effectif que tu vas dérouler sur tout le monde jusqu'en juin. Et oui, White et Jrue, clairement, défensivement, c'est magnifique en termes... Et même offensivement, c'est bon, attention, c'est très bon offensivement. Mais c'est surtout des joueurs réputés pour leur défense. Après, Derrick White peut être très propre au tir. Et Jrue peut te sortir des gros matchs à la passe et même au scoring ça, et tout. ouais. C'est un peu en dents de scie, mais voilà, il y a de ça. Moi, je trouve que c'est plus... faut pas sous-estimer ce que les deux Williams, Robert et Grant, apportaient dans la rotation et dans le côté un peu combat des Celtics ces dernières années. Marcus Smart, là, je vois pas trop qui l'apporte. En fait. Et Marcus Smart en combat. Parce que là, évidemment, tu as parlé notamment de certains comme Grant Williams et Robert Williams, mais on va en parler dans une grosse question. En termes oui, on va en parler dans une grosse question. En termes de ADN, de gros combats, l'âme celte, là, il y a eu du mouvement. Du sacré mouvement. D'ailleurs, dans les mouvements, j'en avais pas parlé. Joe Mazzulla a récupéré d'ailleurs retour d'un ancien Sam Cassell, un assistant qui était du côté de Doc Rivers, si je dis pas de bêtises. Joe Mazzulla qui avait besoin d'avoir ses assistants parce qu'il a fait la saison en mode salut, ah oui, c'est vrai. Il faut reconnaître qu'il n'était pas forcément dans une situation évidente. Là, il va pouvoir stabiliser des choses, ça c'est sûr. On va voir. Mais des gros paris sur Joe Mazzulla. Ça va être un coach jeune qui va devoir mener ce groupe jusqu'au titre s'il en est capable. Est-ce qu'on se poserait pas une grosse question ? Ah ouais, si, il faut. T'es chaud ? Allez, on y va, Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la pregunta de la muerte, comme on dit à Boston, où bien évidemment la langue première est l'espagnol. C'est bien connu. Tout à fait. Nueva England. Ouais. Nous sommes en Nouvelle-Angleterre du côté de Boston. La question de la mort, c'est une question qui va nous suivre tout au long de la saison. C'est la suivante pour les Celtics. C'est qui le leader émotionnel de ce groupe ? Rappelons le contexte, Alex. On venait d'en parler. Marcus Smart a été, pour beaucoup, les couilles, les tripes, les poumons de cette franchise. Quand il y a eu des coups de gueule qui devaient être poussés, notamment les débuts d'Ime Udoka, Players Meeting, Marcus Smart, les gars, faut passer le ballon, etc. Il y a eu des vraies modifications. Le départ de Marcus Smart, des interrogations sur le leadership de Tatum et Brown, un coach qui est en deuxième année de vrai head coach, des grosses pressions. C'est qui le patron ? Émotionnel. Bah allez, il faut que ça soit Tatum, ou éventuellement Jalen Brown. Mais c'est à eux de prendre le relais. Si tu pars sur Tatum, est-ce que Tatum a ça dans ce qu'il est en tant que joueur ? Parce que le technicien, le scoreur, le basketteur est extraordinaire. Défense, et le défenseur. Oui, j'ai l'impression qu'il l'a. Après, en fait, t'as bien dit leader émotionnel. C'est-à-dire que moi, le leadership de Tatum ou le leadership de Brown, j'ai l'impression que c'est quand même des mecs collectifs qui... Genre, ils rechignent pas à prendre leur part en défense. Quand il y a des gros défis, ils prennent un Butler, Kevin Durant, machin et tout. On les a vus, là, ces dernières années en play-off, accepter les défis et s'y coller. Et ça, forcément, le reste de l'équipe va respecter, surtout que de l'autre côté, en attaque, même si parfois il y a des sujets, pourcentage et tout, les mecs sont là et sont incontestablement les leaders offensifs de l'équipe. Moi, c'est plus sur le côté émotionnel, c'est-à-dire qu'on sait que en régulière, on verra comment Boston va se comporter. On sait qu'ensuite, quand ça se durcit, t'as besoin des chiens de la casse. T'as besoin des soldats. Et donc, les soldats sont aussi des leaders émotionnels. Qui sont les soldats de ces Celtics ? J'en ai un. Vas-y, c'est qui ? Derrick White, il a un petit côté soldat, mais c'est pas trop, c'est un peu moins un aboyeur. Mais il a un petit côté soldat, tu sais, le côté genre je fais mon putain de taf et grave, il est bien fait mon putain de taf. Là, on a qui ? On a Horford l'expérimenté. Il va devoir... Mais est-ce que c'est un soldat, Horford ? C'est un soldat, mais un peu par... Désormais, c'est un soldat. Voilà, et par défaut, entre guillemets. Par défaut, c'est un soldat, tout à fait. C'est pas son registre de base parce qu'il est plutôt gentillet et qu'il est capable de faire quelques gueulantes, mais c'est plutôt un gentil à Horford. Là, pour moi, il n'a pas le choix. C'est un des darons de cet effectif. C'est un des gars qui a pu notamment compter sur Brown et Tatum pour faire des évolutions dans leur jeu et dans leur approche. Mais là, t'as pas le choix. Il faut que Al Horford, notamment, reprenne
cette clé laissée par Marcus Smart, qui est celle de, comme tu l'as dit, de l'âme celte, de ce côté dépassement de soi pour le collectif, de se péter la gueule sur le parquet s'il le faut pour aller chercher les loose balls, de ne pas savoir quelles vont être ses statistiques, ce qui est plutôt son registre depuis qu'il arrive en NBA, alors on a plutôt le collectif, mais là il faut qu'il passe encore plus le cap là-dessus. Parce que Brown et Tatum, c'est un peu la devanture. Ils vont faire ce qu'il faut, et puis, statistiquement. Ils doivent mettre 50 points à et deux. Puis ils ont des responsabilités de malade. Donc c'est normal. Je sais même pas si t'as forcément envie tout le temps dans chaque match de voir Tatum se jeter sur des ballons à terre ou à tout moment t'as un doigt qui peut tourner. Je dis pas que je veux qu'Horford se blesse en allant chercher des ballons. Je dis juste que dans une équipe qui va loin et qui est forte et qui est un contender, ce que je pense sont les Celtics, faut pas déconner. Tu parles de Marcus Smart, moi je vais revenir sur mon Grant Williams. Qui c'est qui est front contre front avec Bobby Portis en demi ou en finale de conf? C'est qui en fait? C'est Horford? Voilà. C'est Porzingis? Porzingis, c'est pas son délire. Enfin, il tabasse des choses en sortie de c'est pas son délire. Et c'est pas le problème. Et ça doit pas être le travail de Tatum et Brown. Même s'ils ont de la personnalité, c'est pas le sujet. Mais il leur faut un enforceur. Qui est envoyé en premier rideau pour, je sais pas moi, essayer de calmer les ardeurs de Julius Randle qui est en feu, tu vois? Genre, qui fait ça en fait? Je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est la question de la mort. C'est que, regardez historiquement, il n'y a aucune équipe NBA récente et même historique qui est championne sans avoir ces gars qui sont envoyés et qui sont vraiment les généraux en chef, quoi. C'est ce qui fait que tous les gars de Toronto sont allés suivre Kyle Lowry. C'est ce qui fait que tous les gars des Lakers sont notamment allés suivre les autres mecs qui étaient en pression, les KCP, qui en plus après a complètement cartonné à Denver. On a vu l'importance de ce trade quand Denver est passé à un cap supérieur. Ouais, et puis ils ont LeBron James. Après Anthony Davis, on peut discuter, mais pour reprendre sur les Lakers, ils ont LeBron James. Et ils ont LeBron, donc ça. J'adore Tatum et Brown. Je crois pas qu'ils aient le leadership de LeBron James pour l'instant. Golden State a Draymond. Et ils ont Steph Curry aussi. Tout à fait. Mais Draymond était le premier à vouloir péter la gueule de Jaylen Brown en finale pour essayer de lui rentrer dans la tête et faire le nécessaire. À chaque fois, je suis d'accord. Yanis et les Bucks, quand ils ont arrêté là, il y a Yanis qui rentre dans la gueule. Il va au mastic face à Yanis. Donc Tatum, tu peux l'envoyer. Il est fort, il défend bien, mais on parle d'aller au mastic. Jaylen Brown, c'est le genre à vouloir flex et à montrer les muscles quand il faut. Non, mais en plus, il a des muscles en plus, c'est bien. Tout à fait. Flex, c'est bien. Et c'est vraiment le mec qui peut rentrer le plus dans la gueule. Je sais pas pour ce qu'il en est de ça. C'est un formidable porte-parole de tout, de la NBA, des Celtics, etc. Mais je sais pas s'il va passer ce cap-là d'être le leader émotionnel de ce groupe. Il est capable. Mais sinon, je pense que Horford doit aussi step up dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas juste être gentil et gentil. Tu gagnes pas juste un titre en étant gentil et en serrant la main. Faut avoir des coups de pute, des coups de vis, je suis désolé. Et oui, c'est dur de perdre les Marcus Smart, et notamment les Grant Williams, qui étaient nasty. Et il faut du nasty pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est la question de la mort. Et en plus, t'as enlevé Robert Williams, qui était quand même un pivot à vocation défensive, protecteur de cercle. Protection de cercle, Porzingis peut en amener. Tatum est loin d'être ridicule dans ce genre de registre. Voilà, Luke Cornett, on sait qu'il saute à deux mains, façon je protège un filet de volet, tout ça, bon, on rigole. Mais t'as perdu aussi dans ce niveau, en fait. À ce niveau, t'as perdu. Et c'est pas comme si t'avais, comme on a pu avoir le cas avec d'autres franchises, un mec qui va gérer ça sur le banc. Bien au contraire. Quand on a vu avec les Spurs Pop qui justement engueuler ses gars et était le Factor X ou le gars clé, quand on a eu Steve Kerr qui s'est embrouillé dans les vestiaires avec Draymond Green. Sam Cassell peut apporter ce genre de choses en tant qu'assistant. Et c'est sûr qu'il va y avoir 3 moments dans la saison où on va dire bravo Sam Cassell en tant qu'assistant qui va apporter ça parce que c'est formidable. Mais ça veut donc dire, si on s'accorde vu ce qu'on dit depuis tout à l'heure Alex, qu'il manque ça. Et que donc Brad Stevens doit s'en occuper aussi. Ouais, il doit s'en occuper, sauf que je suis pas sûr que ça soit quelque chose de si simple que ça à faire venir en cours de saison et que ça marche et que ça fit. Ce qui est bien avec les leaders émotionnels, c'est le côté genre, je suis là, c'est un peu chez moi, je suis à l'aise, je m'en fous, je vais mettre mes 8 points et prendre mes 6 rebonds, enfin tu vois, j'en sais rien, voilà. Mais par contre les gars, je vous ai fait gagner 2 loose balls de ouf, et puis il y a eu technique avec Doncic, et puis regardez comment j'ai bien fait chier Shai Gilgeous-Alexander pendant tout le match, quoi, tu vois, genre, parce que faire chier Shai Gilgeous-Alexander pendant tout le match, ça je roule l'idée, Derrick White, t'inquiète, ça ils vont s'y coller, premier rideau, machin et tout. Mais il y a aussi lui rentrer dans la bouche, dans la tête, dans la dureté. Tu vois, Shai Gilgeous-Alexander, c'est un exemple, mais il peut y en avoir
plein d'autres. Et donc, c'est là où moi, je trouve qu'il y a eu de la perte. C'est pour ça que sur le marché de l'été, j'étais un peu comme ça, pas ouf. Maintenant, le talent du 5 majeur est tel qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se regarder dans 3 mois et qu'on va dire « Waouh, Tatum, waouh, quel leader et tout. T'as vu comment il se donne et tout. » Et je lui souhaite à mort. Je pense qu'il en est capable. Jaylen Brown, pourquoi pas dans un registre un poil différent, mais ouais, t'as raison, lui, il peut aller au mastic, vraiment, mastic. Parce qu'il a le corps pour ça, parce qu'il a la mentalité défensive et tout à fond. Alors que Tatum, il défend parce qu'il sait que c'est important, mais... Il reste loin de toutes ces embrouilles. C'est quand même un joueur attack first, quoi, tu vois. Donc, il y a un vrai truc à trouver et c'est non négligeable. Il y a un équilibre tactique à redéfinir, mais il y a aussi un équilibre psychologico, mentalo, émotionnel à reconstruire. Tout à fait. C'est pour ça que Denver avait fait un gros trade et qu'on avait dit tiens, est-ce que c'est un des gros virages de Denver de lâcher les Will Barton et Monte-Morris pour aller avoir un KCP qui va cocher ce genre de case-là. Aaron Gordon aussi, tout à fait. Mais le KCP, c'était le dernier domino qu'il fallait pour qu'ils aient un 5 incroyable et un gars qui allait cocher cette case. Et Bruce Brown aussi, tout à fait. À Brad Stevens d'y répondre. Parce que, et au leader d'y répondre. Parce et que au là, aussi, peut-être. Hein. Et à tout à fait, à Tatum et Brown. Parce que... Je roule l'idée, vas-y, oui. Ouvre ta bouche, gueule. Rentre dans le truc. Bah, je pense qu'il a été aussi apporté pour ça. Ben oui, mais tout à fait, il est capable, Jrue Holiday, et donc domine, fait mal à l'adversaire aussi physiquement et défensivement. Et devient un peu le mec où Brown et Tatum, ils sont trop contents de jouer avec Jrue Holiday, comme ils étaient, je pense, contents de jouer avec des Grant Williams ou des Marcus Smart et tout. Il y aura peut-être des surprises au milieu de tout ça, si ça se trouve, out of nowhere, O'Shea Brissett va devenir une Celtics Legend parce qu'il aura des Tommy Points sur le fait de jeter la tête la première après avoir régalé à Indiana. Mais faut reprendre ce spot. Le bâton a été déposé par Marcus Smart. On va pleurer très fort quand il reviendra, mais qui est le leader émotionnel de Boston, c'est une question qui n'a pas de réponse. Ouais, pour l'instant, elle n'a pas de réponse. Si vous en avez une, on la veut bien en commentaire. Est-ce qu'on va distribuer un Gérard ? Ah ouais, faut goldenir. Ouais, on y va. T'es prêt ? Ouais, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex. Hop. Propre. Et on se rapproche du 100% total sur les 30 previews. La pression est énorme. Le pourcentage est élevé. Hein. Quoi qu'il arrive. Là, c'est énorme. Le pourcentage sera aidé, ouais, mais Alex, on veut 100%. Ah bah bien sûr, on vise de 100%. C'est le Gérard d'or, le trophée du peuple. En finale de conf comme les Celtics. Ça serait pas mal. C'est le Gérard d'or, le trophée du peuple. Dans cette section, c'est très simple. On est avec Brian Scalabrine et toute la clique des Celtics. Il est 1h du matin et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur Boston plus qu'un autre. Qui est votre Gérard ? Alex, qui est ton Gérard d'or cette saison ? Jaylen Brown. J'en ai parlé quand on a fait le marché de l'été. Il y avait des rumeurs. Il y avait même des gens qui pensaient que c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait trader Jaylen Brown et obtenir en échange de Jaylen Brown genre 2 lieutenants de fous furieux pour Tatum. Ou un lieutenant et un gros joueur de rotation. Ou payer Grant Williams et faire venir un mec. Enfin, tu vois, genre voilà, un truc comme ça. C'est pas du tout le chemin qu'a pris Brad Stevens. Brad Stevens, il a dit non. Regardez-moi bien. Je lui mets 300 millions. Je lui mets le plus gros contrat de l'histoire à l'instant T sur la table. Il va le signer, évidemment. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de la part de Brad Stevens. Moi, Jaylen Brown, c'est un joueur, je savais pas trop comment me positionner sur lui quand il s'est drafté. Après, il m'a épaté de ouf sur sa progression technique. Je pensais pas... Enfin, il faut pas oublier, Jaylen Brown, moi, je pensais pas qu'il pouvait devenir aussi fort en attaque. En handle, en shoot, en pull-up et tout. Le roi du premier quart. Là, en plus, il commence à vraiment travailler petit à petit, on le voit... Il est un peu moins fort que Tatum dans ce registre, mais en création, ça commence à venir... Il est moins fort quand même que Tatum. Oh, Tatum, il a vraiment pris une dimension. On est là, genre, attends, c'est quoi ce bordel, Tatum, là tu vois ? Genre, c'est vrai, non. Mais Jaylen Brown prend un peu cette suite. C'est même pas sûr qu'il ait besoin de suivre complètement Tatum là-dessus. Justement, on en parlait, leader, émotionnel. Je représente des valeurs bien précises. Je me positionne. Est-ce qu'il peut devenir, justement, le gars... qui n'est pas un enforcer, vu que c'est un leader, mais ce leader qui a un peu à la Jimmy Butler, à la, tu vois, les gars comme ça, un peu, voilà, costaud, sale tête, je rechigne pas devant les grosses missions défensives, et de l'autre côté, je t'envoie ma production offensive, et surtout, au-delà même de la saison régulière, est-ce que Jaylen Brown, qui vient de se faire rajouter une pression avec cet immense salaire, peut être présent
mieux qu'il ne l'a été dans les grands rendez-vous, comme là par exemple en finale de conf. En finale NBA contre les Warriors, moi j'avais trouvé qu'il avait été bien présent, de ouf. Il avait pas Il fait des très belles finales. Et du coup, j'ai d'autant plus été déçu par sa série contre le Heat, où j'ai trouvé en fait que il est tombé un peu dans là où le Heat voulait l'emmener. Tu vois ? Ça m'a saoulé parce que je suis sûr qu'il a plus que ça en lui. J'espère que lui aussi, il a évidemment capté tout ça et que ça va prendre de l'expérience. Mais c'est aussi pour ça que c'est mon Gérard. C'est pas un Gérard. Jaylen Brown, c'est pour moi un super option numéro 2. En tout cas, à partir du moment où il joue avec Tatum. Est-ce que c'est un franchise player, Jaylen Brown ? C'est un peu dans cet esprit-là que j'ai envie de voir cette année. Il en a le statut contractuel. Est-ce qu'il va le prendre sur le terrain ? Ça veut dire beaucoup de choses à adapter et à faire en saison régulière et surtout, retenir les erreurs et les ratés des derniers playoffs pour pas que ça se reproduise. Les Celtics ne sont pas contenders quand Jaylen Brown shoot à 16% de loin et un peu en galère, paraît un peu parfois perdu tactiquement. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de lui et de sa production offensive et défensive. Surtout avec moins de profondeur. Ben ouais. Il va y avoir des minutes. Ça aussi, ça va être très intéressant de voir comment Joe Mazzulla gère les minutes de Tatum, Brown, Jrue Holiday qui se blesse un peu aussi de temps en temps en régulière, parce que si c'est pour les faire jouer 37, 38 minutes chacun, parce qu'il y a des matchs à gagner, attention aussi à ça. Tout à fait. Sacré Jaylen Brown. JB, qu'on attend fort et haut. Et All-Star cette saison. Avec les Celtics. Kristaps. Ah bah ça. KP. Autant c'est un des plus gros facteurs X des Celtics, autant je vais même aller plus loin. Kristaps Porzingis c'est un des plus gros facteurs X de la saison NBA 23-24, toute équipe confondue. Kristaps Porzingis sort d'une super saison avec les Wizards. C'est bien. Kristaps Porzingis a 28 ans. Kristaps Porzingis a réussi un petit peu à nous rassurer physiquement, même si là, quand il a été récupéré d'un transfert, on se disait le pied, attention, patati patata. Porzingis, quand il est arrivé en NBA, on lui a dit tu vas être le centre de la reconstruction à New York. On lui en a demandé trop. D'abord, on l'a hué d'abord. Puis ensuite, tout à fait. Mais ensuite, on lui en a demandé trop du côté de New York. On a dit, soit tu vas être le numéro 2 de Melo, soit tu vas être le numéro 1 de la reconstruction. Pas du tout son registre. Ensuite, on lui a dit, tu vas être le numéro 2, voire peut-être le numéro 3 d'un Luka Doncic. On te demande même pas ça, gars. On te demande même pas ça. Dans une franchise qui a montré historiquement sa capacité à prendre des big man un petit peu fragiles et à les mettre pile dans le registre qu'il fallait, évidemment ça date d'il y a longtemps, mais ils sont toujours capables, Porzingis va devoir faire une saison, ce que j'appelle une saison de sacrifice, mais la saison parfaite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'en bats les reins, moi, qu'il soit à 16 ou 18 ou 20 ou 22 points. Il a été formidable chez les Wizards l'année dernière, mais j'attends pas 22 points. Le mec, il va rentrer dans une franchise où il y a des tickets de shoot de ouf qui sont déjà pris par Tatum Brown, et il va falloir en distribuer aussi pour Derek White et pour Jrue Holiday. Non, Porzingis, moi ce que je veux c'est des pourcentages à 3 points. Parce que là, mine de rien, on a toujours dit que c'est un sniper. Les dernières saisons de Porzingis à 3 points, c'était pas génial. Donc, il faut... Merde. Ah bon ? J'aurais dit que l'année dernière, justement, au Wizards, c'était justement sérieux. C'était 39%, mais avant, il y a eu du 31%. Avant, il y a eu aussi du 35%. Donc, Porzingis, il faut remontrer que tu es un sniper élite. Donc, attention. Deuxième chose, offre nouvelle dans le playbook de Joe Mazzulla, post-up. On l'a vu, c'est pas quelque chose qui est très très évident du côté de Dallas quand il était avec Rick Carlisle, mais là on a déjà vu Boston essayer un petit peu là sur le début de la pré-saison des post-up, parce que parfois il y aura des match-up où en fait il se retourne, et parmi les meilleurs joueurs post-up de la saison dernière en NBA, il y avait Kristaps Porzingis, parce que quand il est en forme ça se passe bien. On te demande pas d'être le deuxième meilleur joueur des Celtics, on te demande même pas d'être le troisième. Potentiellement si, en attaque. Potentiellement si, mais tu vois, 3 en se serrant la main avec Jrue Holiday. Voilà, c'est ça. Mais donc, si tu me mets 16-17 points, mais que surtout tu es en forme, que tu joues la 60aine de matchs, à peu près, que tu es dans la verticalité et une défense intéressante. Je te demande pas de devenir prime Rudy Gobert ou Dikembe Mutombo 95, juste verticalité et rentrer dans les schémas de Boston. Les schémas de Boston, c'était protection intelligente d'Arceau, intimidation et protéger le rebond. Rebond défensif de Boston, t'avais Brown, Tatum, Derek White, patati patata. Qui sont encore là, il y en a d'autres qui sont disparus comme Marcus Smart. Ils sont plus tous là. Ils ont mis aussi des Jrue Holiday, ils ont mis d'autres garçons, tout à fait. Rebond défensif, mine de rien, c'était des garçons sérieux. Donc il va falloir que Porzingis me fasse du contre, me fasse un petit peu d'attaque, et que surtout, la santé soit gérée. Si Porzi fait juste ça, et qu'il est prêt et bien intégré au 15 avril,
ça va être un enfer pour les autres. Parce qu'il y a des line-up qui peuvent être mis en place. Et j'adore alors Ford et Robert Williams. Hein. Mais quand Porzingis, ça devient une menace à 3 points, les lignes de pénétration pour Giroud, pour Tatum et pour Brown, offensivement, il apporte c'est une mismatch absolue. Donc si Porzingis est sur ses deux jambes, bah désolé les gars, va falloir sortir sur le grand laiton. Donc en fait, il va y avoir des lignes de pénétration pour tout le monde. Et s'il est pas là par contre, eh ben voilà, ça s'appelle un grand coup de poker dans l'histoire de la NBA. Tu enlèves des gars formés sur place, Grant Williams, Robert Williams, Marcus Smart, t'as fait les transferts nécessaires, t'as voulu tout miser sur un grand laiton, tu l'as prolongé. C'est maintenant qu'il faut rendre à Brad Stevens ses fleurs en faisant la saison qu'il faut. L'année du prime, 28 piges, Porzingis. Je veux qu'il soit là. Ok. Juste là. C'est bien. Monsieur Jalen Brown pour Alex, Monsieur Porzingis pour Bibi. Dites-nous vous qui est votre Gérard. Ouh là là, je sens qu'on va finir avec On un va aller regarder pronostic. ton pronostic à 65 wins, là. Même pas en plus. 67. Allez, on regarde. T'es prêt ? Ouais. Ouais, ça tout de suite dans le pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Oui, qu'est-ce que ça parle espagnol, hein, Exactement. à Boston. Fifi. Chez les Celtics. Ouais. Dans cette section, on vous raconte l'avenir. Avant ça, Alex, les messages importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Ça rime, mais attention, on ne rigole pas avec ça. Et surtout, si vous avez 18 ans et que vous voulez jouer, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Simple, efficace, ça évite de se mettre dans les ennuis et ça permet au truc de rester fun puisque c'est quand même un peu le but. Oui, on vous répétera un message à chaque fois. Hashtag faites pas les bolos et restez intelligents. Il y a justement des gens intelligents, Alex, et patients, et qui ne font pas n'importe quoi avec leur argent. Est-ce que tu as une cote ? Ouais, j'ai une cote qui s'affiche dans le magnifique bandeau bleu qui nous est proposé par Paris 11 Sport. Les Celtics seront premiers de la conférence Est. La cote est à 1,01 selon Bastien. Elle est à 2,40. Elle est à 2,40 selon Paris 11 Sport et elle est boostée à 2,90. Donc ça y croit bien. Ça y croit bien. Ça y croit bien. Alors, que les premiers de conf portent un maillot vert, pourquoi pas ? Est-ce que ce sera les Celtics ? Est-ce que ce sera les Celtics ? La cote est à 2,40, elle est boostée à 2,90. Vert vert ou vert foncé ? Voilà, c'est ça. De quel vert on parle ? Ah, si c'est rouge, ça va être incroyable. Si c'est rouge ou gredin, tu veux dire ? Rouge ? Voyons, rouge, bref, pourquoi pas ? Les Hawks ? Non. Rouge et jaune ? Regardez-le. Bref, non mais voilà, elle est pas mal cette... Attends, franchement, en régulière, alors 5 majeurs, en régulière, tu peux plus facilement pallier des soucis de rotation, je trouve, avec des joueurs un peu plus lambda. C'est-à-dire que tu vas gagner des matchs, mais Sam Hauser, il aura joué 25 minutes, et O'Shea Brissett aussi, parce que Tatum est repos en back-to-back ou blessé, ou, tu vois, pourquoi pas ? Donc ils peuvent vraiment en gagner pas mal. Après, est-ce qu'ils vont être premiers de l'Est ? Bluff ou pas bluff, Joe Mazzulla qui dit je me suis trop attaché au premier site de l'Est l'année dernière, j'aurais dû reposer mes joueurs. À mon avis, pas bluff. Bluff. À mon avis, pas bluff. Et à mon avis, ça veut pas dire qu'il joue la 5e place, hein, mais ça veut dire que, genre, être dans le top 3 et arriver avec tout le monde à 100%, notamment ton grand laiton et ton 5 majeur, ça va être un peu la prio des Celtics. Est-ce que Boston sera numéro 1 à l'Est ? Vous allez nous le dire. Alex va donner son pronostic dans quelques secondes et va nous le mettre donc à la lutte au play-in. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ah bah tu me charries, je te charrie. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ouais. 24 secondes pour donner l'avenir des Celtics, 3-2-1, Jordan Crawford. 52 victoires pour les Celtics cette saison, je les mets deuxième de l'Est. C'est la même place mais avec 5 victoires de moins. Je pense que la conférence Est aussi est équilibrée complètement différemment. T'as des petites équipes qui ont progressé, qui ont la dalle et qui vont faire chier aux Celtics. 82 matchs, ils n'ont pas la profondeur et la rotation pour 82 matchs. Peut-être que Brad Stevens va améliorer le truc, donc ça va gagner pas mal de matchs, mais moi j'y crois au côté, genre l'objectif c'est d'arriver en play-off avec ce 5 le mieux classé possible, donc deuxième avec 52 wins, ça me paraîtrait être une super régulière pour les Celtics. Donc tu les mets en play-off. Bah deuxième. Non mais ils sont contenders les types. Hein. Ils sont contenders les types. 52 wins, donc ça perd 5 matchs par rapport à l'année dernière. Oui, mais en fait, faut voir ça dans le contexte global de, à mon sens, et d'ailleurs maintenant on peut en parler, à mon sens, il y a pas mal d'écarts qui se resserrent. Il y a l'effet play-in aussi où les équipes jouent plus 10, 11, 12, ils jouent plus les matchs, ils en lâchent moins, et les équipes jeunes vont se battre un peu, et donc pour peu que tu aies une petite blessure côté Celtics ou n'importe quel autre gros, bah en fait tu te fais cueillir à froid par Kate Cunningham, par j'en sais rien moi, par Scoot Anderson, par tu vois Victor Wembanyama et Treman, tu vois, voilà.
c'est ça que je veux dire. Donc, je pense que... d'ailleurs, tu vois, c'est pas un secret ce que c'est dans le tableau. J'ai quand même mis 52 victoires aux Clippers que j'ai mis premier de l'Ouest. Donc, c'est pas des très gros chiffres. J'ai l'impression qu'il y a un resserrement. On se revoit quand il y aura tout le monde à 65 wins en haut de l'Est. Fait plaisir. Voilà. Mais voilà ce que je pense. Désolé, les Sixers à 30 victoires. Ça, c'était pas dans l'horloge. Non, C'est juste une explication. Je l'ai arrêté depuis une minute. Je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, 55 victoires pour les Celtics, numéro 1 de la conférence Est. Oui, il y a des incertitudes sur la profondeur, mais c'est l'équipe qui me fait le plus peur en termes de 5 majeurs et aussi de continuité par rapport à ce qu'ils ont conservé. Oui, il y a des gros changements, c'est sûr. Mais entre Tatum, Brown, Derrick White et le coach qui est une saison complète, on oublie trop, Joe Mazzulla, il a fait ça l'année dernière en étant un petit peu en urgence. Parachuté. Là, il est parachuté l'année dernière, là, il va être très très bien, tout à fait. Et donc, j'attends une saison complète. Même si tu reposes tes gars, tu vas avoir des 5 de début ou de fin de match qui vont être terrifiants. Genre, il y a des matchs où, en fait, tu l'as dit aussi, tu peux te faire cueillir. Mais alors, les matchs où Boston est mené de 15 et ils mettent leur death line-up, il n'y a rien à faire. Tu te prépares pour le mois d'avril. Oui, tu vas être numéro 1 de l'Est. Je l'ai dit, Brad Stevens a encore des petits mouvements à faire. Et je finis avec une petite pépite. Jason Tatum MVP. J'aime bien. Tu es capable? Non, j'aime bien. Numéro 1 de l'Est, en étant le meilleur scoreur, un des meilleurs scoreurs Ton de numéro l'NBA. 1 de l'Est a donc 55 wins. Donc oui. tu vois, en fait, mon numéro 2 a 52. Oui. Donc, t'es d'accord avec moi avec cette espèce de resserrement là dans le top 8-10, quoi. Où il y a du monde, pas beaucoup. C'est les embouteillages Il y a de du monde, malade. pas beaucoup de wins. Ouais. Parce que là, il y a quand même une équipe, il y a 2 équipes de l'Est qu'on n'a pas encore faites. On va montrer le gros tableau. Le voici, le gros tableau NBA Léon. Alex, tu disais quoi à l'instant? Il y a des trous, va falloir les remplir. Qui va être où? Je sais pas. Bravo le 8. Dites-nous où vous avez mis Boston. Et est-ce que vous êtes plutôt en mode manque de profondeur ou oh là là 5 majeurs de ouf. Boston numéro 1, numéro 2, numéro 3 de l'Est, dites-nous où vous les mettez. Ce qui est sûr, c'est que Léon, Alex et Bibi, on vous fait des gros bisous. La Celtics Nation, on attend vos pronostics dans les commentaires. Venez. Et on se retrouve demain pour une nouvelle preview, une des dernières previews. Alex, je te laisse comme d'hab avec la commu. C'est quoi l'indice? L'indice, c'est... mince, dis donc, j'ai oublié mon indice. Vas-y, prends ton temps. C'est... attends, bouge pas. Vas-y, je l'ai là, t'inquiète. je l'ai sur mon ordi. Vas-y, regarde, il est pas prêt. Ah oui, bien sûr. L'indice, c'est péresquioïdé. Péresquioïdé, à demain. Voilà.